Bonjour à tous et bienvenue au dessin live en compagnie d'Aude Mermillot. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Aude, est-ce que tu me reçois? Oui. Je fais un petit test comme ça. Bonjour Aude, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va impeccable. C'est un peu bizarre de te rencontrer par caméra et télé interposée. C'est très 2020, hein, frère. Ouais, c'est très Corona responsable aussi. C'est ça. Ok. Du coup, on a discuté avec Aude et on vous propose de faire deux choses pendant cette prochaine demi-heure. Donc en fait, on a discuté autour d'un dessin avec un thème imposé autour de la danse. Et ce que je vous propose, amis internautes, ce serait de décider le deuxième thème qui sera également un dessin de 15 minutes. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous voulez voir Aude dessiner juste après. Du coup, Aude, pour te présenter un petit peu, Aude c'est une autrice qui a fait déjà deux albums de grande qualité, donc c'est une jeune autrice, on va dire. Les deux albums qu'il y a juste ici à côté de moi, Les Reflets Changeants. Il fallait que je vous dise un album qui est plus personnel et vraiment très cool. Je vais vous en parler juste après. Est-ce que... Oh, tu veux dire quelque chose peut-être? Est-ce que tu préfères présenter les bouquins ou tu veux que je le fasse? Oh non, je t'en prie, vas-y. Oula, ok. Comme ça, moi, je vais arrêter de redire toujours la même chose. Ouais, j'imagine. Ok, du coup, Les Reflets Changeants, son premier ouvrage, c'est un ouvrage choral, on peut dire ça comme ça? Un ouvrage choral, ça te va comme définition? Ouais, tout à fait. Où on va suivre trois personnages à trois âges différents. On va suivre Elsa, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est un petit peu paumée dans sa vie. Elle est dans une relation qui, on a l'impression, la satisfait plus beaucoup avec un type qui est un peu bizarre, en proie à des désordres psychologiques et qui est en passe de se lancer dans une nouvelle relation, mais elle hésite encore un petit peu. On va suivre également Jean, un conducteur de train qui a une cinquantaine d'années et qui est un peu paumé lui aussi également. Et enfin, un octogénaire, je crois que c'est Émile le prénom, c'est ça? Ouais, tout ouais, à fait. Ok. Et Émile qui est à la fin de sa vie et qui fait un petit peu le bilan de tout ce qui lui est arrivé. Et son deuxième ouvrage, celui sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête peut-être un petit peu plus quand tu seras en train de dessiner, je te poserai quelques questions si ça te dérange pas. Ça va bien. Et il fallait que je vous dise, c'est un ouvrage essentiel et super important. Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien d'en apprendre un peu plus sur ce sujet. C'est un bouquin qui parle d'IVG et donc une histoire autobiographique, l'histoire de l'autrice justement, d'Aude Mermillot, qui raconte un petit peu comment ça s'est passé pour elle. Je ne vais pas en dire plus. Aude, est-ce que tu te lances au dessin en même temps et je commence à te poser des questions? Comment ça se passe? Ouais. Alors, attends, je vais faire le petit truc technique pour que vous arriviez. Voilà, présenter l'écran. Lancer la diffusion. 3, 2, 1. Oui. Alors, comment je fais? Arrêter la diffusion. Oui, d'accord. Ça marche? Alors, ouais, je crois que ça marche. N'hésitez pas, amis internautes, si jamais vous voulez interagir avec Aude, lui poser des questions, lui dire qu'elle est géniale, lui dire que sa bande dessinée, elle déchire, parce qu'elle déchire vraiment. Et ça marche là, le truc, le live sur Facebook? Parce que j'ai un ami qui me dit qu'il voit rien. Ah, alors moi, comme je suis en plateau, je ne sais pas trop. Okay. Et d'ailleurs, je tiens à remercier énormément l'équipe qui s'occupe de tout ça. Donc c'est Widéo, merci énormément à eux de nous coacher à ce point-là, c'est trop cool. J'ai presque pas peur actuellement. Donc du coup, c'est vraiment trop bien. Alors oui, Aude, on me dit à l'oreillette que tout marche bien. Du coup, je pense que potentiellement, il a peut-être un problème de connexion. C'est ça, c'est ça. Alors Aude, tu as déjà un parcours bien rempli, tu es énormément de choses, donc autrice de bande dessinée, je l'ai déjà dit, tu es illustratrice, tu as été blogueuse aussi, je crois. Ouais. Alors je connais un peu moins cette partie-là de ta carrière, mais en tout cas c'est déjà énorme. Et je voulais savoir un peu comment t'en étais arrivé à la bande dessinée, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à t'orienter vers ce médium?
Alors, en fait, c'est un amoureux. C'est quand j'étais aux Beaux-Arts à Toulouse et où j'étais vraiment, mais pas du tout faite pour les Beaux-Arts. Et que voilà, je m'amusais pas du tout dans ce contexte-là. Il y avait en revanche une super librairie sur le chemin pour aller aux Beaux-Arts de BD qui s'appelait Le Voltigeur à Toulouse. Bah, j'allais souvent pas en cours et j'allais en revanche assez souvent au Voltigeur. Et en fait, bah voilà, j'ai eu une relation avec le gars qui tenait enfin, ce qui n'était pas vraiment un bar, c'était un bar, librairie, galerie. Et c'était génial parce que j'ai pu un peu découvrir le monde de la BD grâce à lui et rencontrer plein de gens qui en faisaient. Alors, c'était de la BD pas mal underground. C'était vraiment un endroit hyper chouette parce que très, très vivant, complètement trash, complètement punk. Et moi, du coup, j'ai pu, durant ces 3 ans de couple avec lui, découvrir tout ça. En revanche, j'étais vraiment persuadée que je ne ferais jamais de BD parce que ça me semblait vachement trop compliqué pour moi. Parce que je n'étais pas très bonne dessinatrice, voilà. Et donc, ça, c'était un peu le rêve, mais voilà, on va dire que j'étais pas très active pour le réaliser. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon blog voyage, donc c'était un blog voyage que je tenais, qui m'a libérée parce que j'ai acheté une tablette graphique. Donc il y avait le fameux CTRL Z Ouais. qui m'a vachement détendue et où j'ai commencé à faire des petits dessins, des trucs comme ça dans mon blog voyage, mais vraiment sans prétention aucune, quoi. Et par la suite, bah, ça m'a quand même libérée. Et en fait, j'étais ensuite serveuse à Bruxelles dans un bar vraiment emblématique d'un quartier qui s'appelle Saint-Gilles. Et où il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'éditeurs qui viennent boire des coups. Donc moi, je leur servais à boire. Et par la même occasion, je faisais connaissance et j'ai rencontré celle qui allait devenir mon éditrice en fait au Lombard et qui m'a parlé d'un prix qui s'appelle le prix Raymond Leblanc, qui est un prix qui en fait lance une carrière en fait. C'est vraiment un prix avec un dossier qui est assez petit parce que c'est 3 pages, un synopsis et un projet de couverture. Donc c'est quand même pas la mer à boire. Mais par contre, hyper généreux, c'est un des prix les plus généreux financièrement, parce que moi j'ai eu 25 000 euros. Donc D'accord. ça permet quand même d'être super tranquille pour bosser. Et à mon grand étonnement, je l'ai obtenu. Je dis à ma grande surprise, c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment qu'avant moi, ils avaient plutôt publié des trucs aventure, jeunesse, tout ça. Donc moi, je suis arrivée avec mon histoire des reflets changeants où il y a de la guerre d'Algérie, du suicide, machin. Donc je me suis dit, bon, c'est pas gagné. Et je l'ai eu. Donc en fait, du jour au lendemain, je suis C'était devenue parti, quoi. autrice de BD de fait, alors que je l'avais pas. Enfin voilà, en fait, j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup batailler parce que ce prix est venu ouvrir plein de portes sans que je m'y attende, quoi. Ok. Donc voilà. Alors, on a déjà des questions des internautes concernant ton deuxième ouvrage. Je Ouais. crois qu'il n'y a pas que pour moi que ça a été une vraie claque. Du coup, on a une question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers Martin Vinclair. Vinclair, et une question autour du cœur des femmes, si tu l'avais lu et si c'était cet ouvrage-là qui t'avait poussé à aller rencontrer Martin Vinclair, du coup. Ouais, alors c'était effectivement, c'est une copine qui m'a passé ce bouquin vraiment durant la semaine enfin ouais, la semaine, et quelques jours où je savais que j'étais enceinte et j'attendais d'avorter. Donc bon, il fait 700 pages, hein, donc je l'ai pas fini en 3 jours, Ouais. mais je l'ai entamé et ça m'avait déjà vraiment parler, de voir à quel point, bah, même si le mec, le médecin en question auquel moi qui m'a fait mon avortement n'était pas quelqu'un de foncièrement malveillant, mais à quel point bah, les soins que je recevais étaient quand même pas ceux que
que Marc, alors je dis Marc parce que c'est son vrai prénom et que maintenant c'est un ami, enfin, que Martin Winkler décrivait dans ce bouquin. Donc ça m'a quand même interpellée. Et en fait, je lui ai envoyé un mail parce qu'il met son mail dans tous ses bouquins et il avait un site vachement. Alors, le site mériterait d'être refait, mais par contre, c'est une mine d'infos sur la contraception, sur tout le médical. Et on peut le trouver en tapant Martin Winkler sur Ouais, Google. c'est ça. Je crois Ok. que c'est martinwinkler.net ou un truc comme ça. Et, et en fait, je lui avais envoyé un mail, mais vraiment presque comment dire, informatif sur pourquoi est-ce que je suis tombée enceinte avec un stérilet, parce que j'avais plein de fausses infos, j'avais plein de médecins qui me disaient des trucs complètement faux. Donc voilà. Et en fait, il a été vachement chouette. Donc même, il a répondu dans la journée. Moi, je me suis dit, ça doit être un community manager ou je sais pas quoi. Pas du tout, c'était vraiment lui. Et du coup, quand j'ai écrit le scénar d'Il fallait que je vous le dise, je m'étais dit, ah bah ça serait chouette d'avoir un point de vue médical sur tout ça. Comme je vivais à Montréal, je me suis dit, bah lui, il vivait à Montréal aussi, bah tiens, je vais le contacter. Et finalement, on s'est rencontrés, on s'est parlé, il m'a raconté plein de trucs de sa vie. Moi, à la base, c'était juste pour une annexe. Et en fait, je me suis dit, mais c'est con, les annexes, personne ne les lit. Enfin, moi, perso, je ne les lis pas toujours, j'avoue. Et là, ça va se perdre. Et il me racontait des trucs qui étaient vachement chouettes, vachement pertinents. Donc finalement, assez rapidement, je me suis dit, bah, je vais lui demander si ça lui va, qu'il devienne vraiment un personnage en tant que tel, quoi. Okay. Donc voilà, donc ça a été le parcours. Et maintenant, je fais, pour répondre à cet internaute-là, je fais l'adaptation du Cœur des femmes. Ah, d'accord. C'est ce sur quoi je bosse en ce moment. Ok, ça marche. Ça sortira quand du coup? Tu as une idée un peu? Là, j'ai réussi à passer d'un roman de 700 pages à 230 pages et j'en ai fait 50. Donc, je pense que ça sera pas encore pour tout de suite. J'ai pas de date précise en tête. Ok, ça marche. Et du coup, c'est ta rencontre avec Martin Winkler qui t'a donné envie de le raconter en bande dessinée, ou tu avais déjà écrit ta partie à toi et tu as rajouté une seconde partie? Comment ça s'est passé? J'ai rajouté une seconde partie. Moi, j'avais vraiment. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'écriture de ce livre a été super facile. Vraiment, ça a été très très fluide dans l'écriture. Je l'ai écrit en une. Je pense que je l'ai écrit. Enfin, ma partie à moi, je l'ai écrit en une journée, je crois. Enfin, ça a été vraiment super simple parce qu'en fait. Déjà émotionnellement c'était pas compliqué parce que ça faisait 8 ans donc c'était pas douloureux et ensuite c'est jamais que 1 an de vie, donc moi je l'ai raconté de façon chronologique, donc en termes de construction de scénario c'était super facile quoi. Et en revanche après j'étais un peu flippée à l'idée de raconter la vie de quelqu'un d'autre. Je me sentais pas légitime, je me disais mais attends, mais comment je vais me mettre à ma table et dire oh bah tiens, un jour il a dit ci, il a fait ça. Et puis en fait, ça a été vachement fluide aussi. Alors comment on a bossé avec Marc, c'est que on se voyait ou on se skypait quand j'étais en France et il me racontait sa vie quoi. Et ensuite j'écrivais le scénario, je lui ai envoyé. Il y a eu des petites corrections à droite à gauche sur des noms, sur des phrases qu'il n'aurait pas formulées comme ça, voilà. Et ensuite, j'ai fait le storyboard. Et là, c'est pareil, il y avait des reprises d'ordre technique parfois sur comment une salle d'IVG serait foutue. Ou bien, une fois, je n'avais pas compris ce qu'il m'avait raconté sur sa vie amoureuse. Donc, il m'a dit non, ça c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais voilà, c'était quand même assez ténu comme changement. Et voilà. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que je pense ne pas me tromper en disant que lui, comme moi, on était enchantés de ce boulot parce qu'on était en fait tous les deux super honorés. Moi, j'étais hyper honorée qu'il me fasse confiance et qu'il me laisse raconter sa vie.
Et lui, il était super honoré que je choisi d'en faire un personnage de BD. Donc en fait, nos mails, c'était toujours c'est super, c'est super. Et voilà. Et ça continue d'être le cas d'ailleurs. Ok, échange de bons procédés en somme. Ah ouais, vraiment, très chouette. Ok, alors je rappelle aux internautes qui peuvent vous soumettre à Aude des thèmes pour le prochain dessin. Et du coup, quel événement, toi, Aude, t'a poussé à raconter ton IVG? J'imagine que ça a dû être une véritable épreuve déjà en tant que telle, et surtout de le raconter après, pour revivre le truc, j'imagine que ça a quand même été dur. Enfin, on peut le voir entre les lignes de tes bulles. La question, c'est est-ce que ça a été dur? C'est quoi le déclencheur pour Ouais, décider de le quels raconter? événements t'as poussé à raconter ça et est-ce que c'était chaud à raconter pour Ok. toi? Alors, je savais que j'avais envie de faire un jour quelque chose là-dessus. Voilà, je me disais, ça serait utile éventuellement de livrer cette histoire au monde parce que il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens ou le temps ou l'énergie voilà, de raconter leur vie. Et je savais que mon histoire était, somme toute, extrêmement banale et que ça pourrait aider peut-être d'autres femmes d'avoir une légitimité parce que voilà, il y aurait un discours, il y aurait un témoignage qui existerait quelque part dans le monde. Hmm. Et c'est vrai que l'avortement, c'est quelque chose dont on parle très très peu. Donc, euh, donc voilà, il y a très peu comment dire, de support dans la culture où il y a ça. Maintenant, ça commence un peu dans les séries. Il y a dans Sex Education ou 13 Reasons Why, il y a des scènes d'avortement qui sont bien foutues. Mais sinon, moi, en gros, j'avais l'événement de Annie Arnaud qui parle pas du tout de Hmm. la même chose que moi. Elle décrit comment ne pas mourir. Donc, c'est pas du tout pareil que ce que moi j'ai vécu. Et il n'y avait rien. Donc, je m'étais dit quand même, ça pourra servir. Après, c'était aussi purement pour moi, voilà, parce que ça me faisait du bien de le raconter aussi. Mais en revanche, ça n'a pas du tout été dur à raconter, parce que Ah c'était ouais. vraiment complètement digéré comme événement. Donc après, j'ai de l'émotion quand je vois l'émotion des autres, en fait, parce que parfois, il y a des gens pour qui c'est très émotif de lire mon livre, donc, parce que ça parle d'eux, en fait, ça parle pas de Hmm. moi. Et là, ça me touche pour eux, en fait. Mais moi, ça allait. Il y a une scène. En fait, j'étais souvent plus touchée par l'histoire de Marc que par Ouais, la mienne, parce que justement, c'est pas la mienne, donc il y avait une forcément. porte à l'émotion qui était pas la même. Et moi, sinon la seule scène que j'ai pas aimé raconter, c'était la scène où il y a un début d'agression sexuelle, en fait. Ouais. Où celle-là, c'est pas que c'était douloureux à raconter, mais elle est longue, elle fait 8 pages. Et oui, tu es content quand ça s'arrête parce Ouais, que passer j'imagine. ta journée à dessiner ça, c'est pas l'extase. Mais c'était jamais un déchirement ou voilà, ça allait quoi. Ok. Ok. Et comment t'expliques que 75 ans, enfin 75 ans n'importe quoi, l'IVG a été légalisé en 75, et comment t'expliques que ce soit un sujet toujours aussi tabou, qu'on en parle aussi peu? Justement, moi je tiens à te remercier encore une fois pour cet ouvrage, parce que enfin on en parle, et t'en parles sans détour, et j'ai vraiment trouvé que c'était un bon ouvrage, et surtout le double focus, enfin sur ton histoire à toi, et aussi sur celle de Vainqueur, qui montre qu'on peut se tromper et quand même comprendre plein de trucs. Je trouvais que c'était vraiment très très fort et très utile, quoi. Donc comment t'expliques que ce soit toujours aussi tabou? En fait, on n'a pas envie dans notre société d'entendre parler de quoi que ce soit qui a trait à la maternité, qui soit autre chose que génial. Donc voilà, c'est en fait moi ce que je décris je pense que je le mets dans l'avant-propos. C'est que c'est finalement moi j'ai parlé d'un avortement parce que c'est ce que j'ai vécu, mais c'est un peu la même. Ça marche pas, ça. C'est un peu la même. C'est une seule branche d'un même arbre par rapport à, j'en sais rien moi, l'infertilité, le non-désir d'enfant, le regret d'être devenue mère, parce qu'en plus ça parle quand même plus des femmes que des hommes, le fait de ne pas vouloir d'enfant,
les fausses couches, enfin voilà, tout ce qui n'est pas juste oh mon Dieu, je voulais devenir mère, je suis devenue mère et c'est génial d'être mère. Ça se saurait quand même si c'était comme ça. Bah on veut pas en entendre parler, quoi. Là, il y a des trucs qui touchent au postpartum, c'est pareil, c'est nouveau qu'on commence à en parler. Donc il y a une espèce d'omerta sur ça. Et ensuite, bah, ça parle de on est dans une société qui est quand même sexiste et patriarcale Ouais, encore, même complètement. si les lignes bougent. Et ça parle quand même de pouvoir, quoi. Ça parle de choisir la sexualité qu'on a envie d'avoir, la carrière qu'on a envie d'avoir, etc. Et on n'en est pas encore au point où c'est tranquille. Alors ça dépend. Il y a des personnes qui sont de façon ouverte contre l'avortement. Bon, ok. Ceux-là, à la limite, on n'en parle pas. Moi, ce que je trouve assez parlant, c'est les gens qui sont pour l'avortement, mais voilà, pour l'avortement, mais. Donc il y en a qui vont dire ouais, mais quand même, il y a des oublis de pilules 3 fois d'affilée, elle pourrait faire gaffe. Ouais, mais quand même, elle a 40 ans, elle a les moyens, elle pourrait garder, etc., etc. Et ça, c'est plutôt ça qui est le plus gênant parce que c'est plus insidieux. La Mhm. personne qui dit je suis contre l'IVG, bon, bah, c'est dans une certaine partie de la population, c'est quand même pas super politiquement correct de dire ouvertement qu'on est contre l'avortement, alors que y a plein de façons de ne pas être complètement pour l'avortement que moi j'ai reçues, et notamment le fait de ne pas vouloir voir, c'est ça dont je parle principalement dans l'album, qu'on peut avorter, ne pas du tout regretter, être très tranquille avec son choix, et en même temps être triste. Et là, il y a quelque chose aussi qui est vraiment du genre, bah, en même temps, tu l'as choisi, pourquoi tu nous fatigues? Et ça, c'est pareil, c'est refuser les nuances de la vie humaine. C'est pareil, ça se saurait si c'était dès qu'on décide un truc, on est complètement tranquille avec la décision. Et ça, moi, je l'ai vu de façon super violente, où il n'y a pas de rituel dans notre société, il n'y en a quasiment plus. Donc concrètement, tu étais enceinte, puis d'un seul coup, tu l'es plus, puis tu rentres chez toi, puis tu es supposé aller bien avec ça. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'espace où tu peux dire, bah, en fait, c'est passé quelque chose que je regrette pas, mais c'est quand même dur, quoi. Donc voilà. Et t'as subi, toi, on t'en parle un petit peu, mais pas, enfin pas vraiment non plus. Je sais pas trop si t'as Mhm. subi des espèces de maladresses médicales. On peut en voir que Martin Winkler a commis en début de carrière, par exemple. T'as eu, toi, des trucs comme ça? Oh ouais, ouais, bah oui, bah j'ai eu bah, le mec qui me fait l'avortement, il est pas méchant, il est pas Hmm. malveillant parce que il y a des gens qui sont pas, alors ils se disent pas malveillants eux-mêmes, hein, mais je veux dire, ils disent vraiment des conneries. Moi, mon médecin traitant que je vais voir parce que je continue d'avoir vraiment des hémorragies et qui me dit, bah oui, mais en gros, vous avez combien de partenaires? Là, tu dis, attends, c'est pas ma Ça te question. regarde pas, Et ouais. là, c'est vraiment de la prise de pouvoir à mon sens, est grave parce que c'est une prise de pouvoir sur quelqu'un qui est en état de vulnérabilité et ça va pas, quoi. En revanche, lui, il est pas comme ça. Lui, il comprend pas pourquoi je pleure si je veux avorter, donc voilà, c'est un peu binaire. Il fait des trucs, il comprend pas la portée de ses gestes, quoi. Je vais, Hmm. alors déjà, quand je suis sur la table, moi, j'ai pas eu d'anesthésie générale, j'ai une anesthésie locale, donc ça fait mal. Voilà, c'est pas hyper long, mais ça fait, enfin, moi, j'en ai quand même chié. Et il arrête pas de me dire, c'est rien, ou c'est fini, ou Ouais. c'est pas grave. Un truc comme ça, au bout d'un moment, tu fais, bon, je t'assure, voilà, c'est pas rien. Ouais. Donc ça, c'est un truc où en fait, il se le dit à lui. Parce que c'est ça que je comprends en parlant avec Marc après, c'est que faire mal à un patient ou à une patiente, c'est hyper désagréable pour la personne qui fait le geste, même si on le fait à sa demande, même si on n'y met pas de plaisir, etc. Il y a quelque chose qui est très très désagréable pour le médecin. Et donc quand il dit c'est pas grave, c'est à lui qui se le dit. Donc il y a un côté que c'est maladroit, mais c'est pas plus que maladroit. Et ensuite, par contre, quand il prend le contenu des bocaux, donc bah, Hmm. concrètement le sang, etc., et qui va le mettre dans les chiottes devant moi, c'est pareil, lui, il se dit pas du tout que c'est un geste qu'il fait pour m'apprendre la vie et qu'il espère qu'en étant un petit peu traumatisant, je reviendrai pas, etc., etc. Et il comprend pas que ça puisse être quelque chose de violent pour la patiente. Donc ça, oui, des choses comme ça, j'en ai eu plein.
Mais j'en ai eu plein aussi hors avortement. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point dans la médecine actuelle, on laisse un plein pouvoir aux médecins d'être intrusifs, d'être voilà. C'est comme si quand on rentre dans un cabinet médical, on donne l'autorisation à la personne à qui on vient poser une question de nous parler de trucs complètement autres qu'on ne lui a pas demandé. Et c'est évidemment pas tout le monde, hein, mais par contre, ça arrive assez fréquemment. Ouais. Alors, j'ai une demande pour le second dessin. Je sais pas si tu es, Ouais. si t'es OP pour Ouais. passer à la suite. Alors, on me dit des corps qui plongent. Des corps qui plongent, ok. Ouais, et tu as 10 minutes, il nous reste 10 minutes, pile poil. Oh my god, ok. Ça va aller? Ça, bah écoute, oui, il faudra. Je pense que c'est quelqu'un qui a particulièrement aimé la fin des reflets changeants, j'imagine. Ok. Je vais faire ça. Alors, un corps qui plonge. Tac. Et n'hésitez pas, amis internautes, si jamais vous voulez poser des questions. Moi, j'en ai encore plein à poser. Je peux tenir encore environ 2 heures. Mais si vous voulez participer aussi à cet échange, n'hésitez pas à laisser vos questions. J'ai une oreillette, elle est là pour ça. Du coup, je pourrais les poser si jamais il y a des trucs qui vous questionnent. Et du coup, justement, par rapport aux réactions, est-ce que, alors autrement que par le corps médical, alors remarque, ça peut être aussi intéressant de savoir, est-ce que tu as eu des retours sur ton album? Alors des retours, des retours qui t'ont soit ému, contrarié, du corps médical ou d'autres personnes? Alors, j'ai eu. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment très parlant. Sur Marc, par exemple, il est détesté. Donc, Martin Winkler. Il est détesté à partir d'un certain niveau de hiérarchie. Donc, par exemple, les aides-soignantes, les sages-femmes, les infirmières, machin, tout le monde l'adore. Dès que tu commences à arriver sur les gynécos, les chirurgiens ou les généralistes, il y a moins de gens qui l'aiment. Voilà. Donc ça parle quand même de quelque chose. Et moi, ça a été un peu pareil. J'ai eu l'occasion d'aller dans des plannings, par exemple. Et là, c'était super parce que voilà, on est un peu tous. Moi, je suis avec toute l'humilité du monde. Hein, je suis pas médecin, donc voilà. Mais on est là pour à peu près pour les mêmes raisons, on va dire. Et là, c'était chouette. En revanche, j'ai eu une fois un gynéco qui est venu en dédicace. Où j'étais hyper contente. Moi, j'ai failli péter le champagne. Je me suis dit, putain, enfin un gynéco qui achète mon livre. Il est revenu le lendemain pour me dire qu'il n'était pas content. Donc je me suis dit, ah tiens. Mais t'as dit voilà. quoi? Et là, c'était vraiment, oui, mais quand même, on fait notre possible. Oui, mais si vous continuez de nous faire chier, en gros, on vous avortera plus. Des choses comme ça, quoi. Et c'était marrant parce que moi, je lui disais, mais je ne suis pas en train d'être uniquement dans de la critique pour que dalle. Je suis en train de dire que ça pourrait être mieux à un certain niveau, qu'on n'est pas encore au top de ce qui est possible de faire en termes médicaux pour la gynécologie. Et ça, déjà, c'était pas audible. Il y avait quelque chose où je me disais, mais tiens, je suis quand même pas en train de dire que c'est tous des salauds et que machin. Je suis en train de dire, dans le contexte des études de médecine, il y a un manque clair sur l'éducation à l'empathie. Et le truc, c'est que quand on est sur une pratique de gynécologie ou d'urologie, donc qui touche à de l'intime, ça a encore plus de poids parce que la personne est plus vulnérable. Et en plus de ça, on est dans une société sexiste, donc c'est encore plus parlant quand il s'agit des femmes. Donc, et voir que c'est pas audible de se dire, mais on n'est pas en train de dire que vous faites juste du mal aux gens, on est en train de dire que peut-être réfléchissons ensemble sur comment faire mieux. Et ça, c'était déjà trop, quoi. Donc bon, voilà. C'est ça, et c'est assez représentatif
d'une réalité. Hein. Il y a Ovidie qui avait fait un album sur les violences obstétricales et le syndicat des gynécos, je crois, il voulait donner aucune info. Il y avait quelque chose c'est une omerta, on ne va pas parler des violences, voilà, c'est pas votre problème, c'est le nôtre, basta, quoi. Donc voilà, donc c'est bien de le savoir et de pouvoir avoir quelques clés pour réagir, quoi. Et du coup, tu parlais de tes interventions avec le planning familial. Du coup, tu te déplaces un peu envers les publics pour parler de ça maintenant? Ouais, un petit peu. Bah là, j'ai fait des interventions aussi en lycée. Ah bah Et c'était justement, c'est super. ce que j'allais te Alors, demander ce qui après. était très drôle, c'est que j'ai eu trois lycées en 2 jours. Un lycée technique, Mhm. que des mecs, des jeunes gars je sais pas moi, 15 ans, quoi, un truc comme ça. Hyper intéressés. Alors moi, je me disais, putain, c'est quand même pas gagné. Hyper intéressés. Et en fait, plus on allait sur un public, comment dire, plus Empêché? standard, quoi, Mhm. et ben là, il y avait beaucoup de gêne. Ils étaient pas à l'aise, ils étaient... Ah ouais, d'accord, l'inverse, ok. Ouais, le public avec des lycéens voilà, en classe de seconde, mais plutôt favorisés, entre guillemets, Mhm. super mal à l'aise à parler de tout ce qui touchait à la sexualité, alors que les petits loulous en génie mécanique et qui sont que entre mecs en plus, eux, par contre, ils étaient super tranquilles. Ok, Donc, c'était rigolo. ok. Et est-ce que tu auras un message à faire passer pour ceux qui galèrent toi, tu conseillerais par exemple, j'imagine, d'aller lire les bouquins de Martin Winkler? Tu veux dire ce qui galère par Ou- rapport Ouais, par rapport à à la l'IVG. contraception? Ouais, par exemple. Bah, moi, je conseillerais à tout le monde d'aller lire les bouquins de Martin Leclerc parce que de toute façon, ça parle du rapport au médical. Ça D'accord. parle pas uniquement de la gynécologie, ça parle de comment est-ce on peut appréhender le rapport avec un médecin de façon plus juste et en le subissant moins. Donc voilà, donc moi en soi je trouve ça très utile. Et après, bah, sur l'avortement, maintenant il y a de plus en plus de trucs quand même. Il commence à y avoir des documentaires, il y a des films, donc on sort un peu du silence. Puis MeToo a beaucoup aidé. Donc voilà. Et après, bah, il y a des comptes Instagram, il y a des choses où il y a moyen de trouver des supports pour se parler, quoi. Donc, Hmm. euh, donc voilà, moi je dirais ça. Ok, et bah écoute, je te remercie énormément pour ces questions et je te remercie énormément encore une fois pour cet album. Moi, ça m'a appris vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Du coup, je le conseille absolument à tout le monde. Et du coup, il nous reste que 2 minutes. Du coup, il va falloir qu'on pense à conclure. Juste, Ok, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton prochain projet, donc l'adaptation, rappelle-moi le titre, j'ai déjà oublié. le cœur des femmes. L'adaptation du cœur des femmes. Et est-ce que c'est plus simple du coup quand c'est pas de l'autobiographie ou c'est plus dur? Parce que dans les Écoute, réfléchissants, il y a un ça petit n'a peu de rien, toi, par le biais du ça a grand-père. rien à voir. C'est marrant parce que je suis en train de travailler sur le bouquin d'après, qui est encore un truc autobio. Je dirais que c'est plus reposant de faire quelque chose qui parle pas de moi, Ouais. parce que voilà. Mais ça n'a pas du tout les mêmes enjeux. Et en même temps, bah, le personnage principal du cœur des femmes, quand on fait une adaptation, ça devient le nôtre quand même. Hein. Voilà, je suis pas exécutante, quoi. Il y a quand même vraiment de l'investissement personnel aussi dans ce boulot. Mais c'est vrai que bah, c'est pas autobio. Donc voilà, oui, la fiction met une distance et ça me fait du bien de faire une pause en tout cas. Ouais. Ok. Voilà. Et bah écoute, je te remercie énormément. J'espère pouvoir te rencontrer en vrai. Du coup, on se donne rendez-vous l'année prochaine, hein, tu viens toujours. Ah bah oui. Ok. Attends, je vais faire ça pour dire au revoir quand même. Est-ce qu'on voit? Et tu viens l'année prochaine, notamment parce que tu seras présent dans une expo collective sur la place des femmes dans la société vue par le prisme de la bande dessinée. Une Euh, expo qui s'appellera Libre, Oui, tout à fait. où on retrouvera un petit peu de Il fallait que je Bon, vous j'y le arrive dise. pas. Ok, alors merci énormément à toi et puis à bientôt en vrai pour la suite de Ça marche. notre après-midi de bande dessinée. Je vous propose de retrouver Catel, puis un coup de cœur bénévole et nous allons nous rendre également à la place Gambetta
pour aller prendre des nouvelles du chalet. Merci à tous, merci à absolument tout le monde et merci beaucoup Aude encore une fois. À vous les studios.